Dans les années 50, les États-Unis lancent le programme Atoms for Peace. Ce programme encourage les pays du monde entier à entrer dans l'ère nucléaire. En 1967, un réacteur de recherche à eau légère est fourni au Centre de recherche nucléaire de Téhéran, en Iran. L'Iran signe le traité sur la non-prolifération. Le pays s'engage alors à ne pas développer l'arme nucléaire et à coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le souverain d'Iran, le Shah Mohammad Reza Pahlavi, est un proche allié des États-Unis. Ce que j'appelle la première directive de la politique américaine était très simple. Tenir les communistes éloignés. Les tenir éloignés du gouvernement iranien, les tenir éloignés de l'industrie pétrolière iranienne et les tenir éloignés du territoire iranien. Ça a été le mot d'ordre jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Les États-Unis vendent au Shah du matériel militaire et la technologie occidentale. Les relations entre l'Iran et les États-Unis sont privilégiées. Sa Majesté impériale et moi-même sommes d'accord pour dire qu'elles n'ont jamais été aussi bonnes. Au milieu des années 70, le Shah décide de s'engager dans un programme d'énergie nucléaire. Il se tourne vers un jeune ingénieur qui a appris son métier en Suisse. Un jour, ils m'ont contacté pour me dire que le Shah voulait lancer un programme d'énergie nucléaire et qu'il souhaitait que je m'en occupe. Je voulais avoir les pleins pouvoirs pour décider quel serait le programme. Pour bâtir son industrie nucléaire, l'Iran a besoin de l'assistance étrangère. Les Iraniens ouvrent des discussions avec les États-Unis, mais ils rencontrent des difficultés. Ils ont commencé à imposer de plus en plus de conditions dans leur accord bilatéral. À aucun moment au cours des négociations, nous avons réussi à trouver une entente. L'Iran se tourne donc vers l'Europe. Ils investissent plus d'1 milliard de dollars dans un consortium français d'enrichissement et passent une première commande à la compagnie allemande Siemens pour la construction de 2 centrales nucléaires à Bushehr, dans le sud de l'Iran. Dans les années 70, il apparaît clairement que les 2 principales puissances dans la région détiennent maintenant des armes nucléaires. Israël et l'Inde se sont secrètement dotés de la bombe nucléaire. Contrairement à l'Iran, ni l'un ni l'autre n'a signé le traité sur la non-prolifération. Le Shah d'Iran avait de grandes aspirations. À cette époque, il souhaitait développer un important programme d'énergie nucléaire et les États-Unis le soutenaient dans son projet. Mais le Shah souhaitait aussi faire la transition vers les armes nucléaires. Les États-Unis ont empêché l'Iran, sous le règne du Shah, d'acquérir des technologies de retraitement du plutonium qui leur auraient permis de fabriquer un jour des armes nucléaires. Le Shah n'abandonne pas. Son conseiller en chef lui donne un cours accéléré sur le nucléaire. Je suis allé le voir et je lui ai dit « Majesté, maintenant que vous comprenez tout, asseyons-nous pour en discuter. J'ai opté pour une technologie qui ne conduit pas aux armes nucléaires. Si vous souhaitez aller plus loin, s'il vous plaît, dites-le moi. » Il m'a répondu « Nous détenons la suprématie du pouvoir dans la région, nous n'avons pas besoin des armes nucléaires. » Je lui ai dit « Parfait, Majesté, mais supposons que dans 20 ans, la situation ait changé. Les armes nucléaires seraient-elles une des options? » Il a réfléchi et m'a répondu « Pourquoi pas ?» À compter de ce jour, j'ai décidé d'opter pour toutes les technologies, sans exception. Je voulais être prêt à fournir l'arme nucléaire si le gouvernement le demandait. Point final.
Le travail des Temad est interrompu par la révolution iranienne en 1979. Le Shah fuit le pays. L'ayatollah Khomeini crée une république islamique qui change radicalement d'attitude vis-à-vis de l'Occident. Washington s'est réveillé avec une sacrée gueule de bois. La fête était finie. Il fallait réfléchir à la suite. Washington estimait qu'il valait mieux rester en Iran, où ils avaient des intérêts. Le 4 novembre 1979, des étudiants iraniens assiègent l'ambassade des États-Unis et prennent des Américains en otage. L'ambassade a été attaquée. Ce qui avait commencé par une manifestation étudiante typique des années 70 s'est rapidement transformé en un énorme incident international. Un drame international. John Lindbergh et ses collègues américains seront retenus en otage 444 jours. Quand ils sont relâchés, les États-Unis et l'Iran n'ont plus aucune relation diplomatique. L'expérience avait été très humiliante pour les Américains. Les images étaient diffusées à la télé tous les soirs. On voyait les diplomates américains à Téhéran retenus en otage. C'était devenu très difficile pour les gouvernements américains par la suite d'essayer de créer des ouvertures à un régime à Téhéran qui avait pris ses diplomates en otage et scandé « Mort à l'Amérique » durant des semaines. Khomeini détourne l'Iran de l'Occident et de ses valeurs. Sa première visite diplomatique est Yasser Arafat, leader de l'Organisation de la libération de la Palestine. L'Occident craint de plus en plus qu'il cherche à exporter la révolution islamique. Il interrompt aussi le projet nucléaire du Shah, y compris la construction de la centrale nucléaire à Bushehr. Les révolutionnaires, après la Révolution, ont décidé de réduire tous les projets militaires et nucléaires du Shah. Ils ne voulaient pas militariser l'Iran, ni la nucléariser. Saddam Hussein choisit ce moment pour envahir le pays. L'attaque surprise de l'Irak prend les Iraniens de court. L'Occident soutient l'Irak. Il ne faisait aucun doute qu'après la libération des otages et la fin de la crise, il y avait une rupture totale des relations américaines avec l'Iran. Au cours de cette période, l'inquiétude au sujet de l'Iran concernant son radicalisme et même sa façon de traiter son propre peuple grandissait. Tout était prétexte à diaboliser l'Iran aux yeux des Américains, et ça ne s'est pas arrangé avec le temps, bien au contraire. La principale préoccupation, particulièrement au sein du gouvernement Reagan, c'était que l'Iran ne soit non seulement de plus en plus hostile, mais aussi expansionniste. Israël craint Saddam Hussein. Sa puissance militaire, dont il a fait preuve lors de son audacieuse attaque contre l'Iran, est une menace directe envers Tel Aviv. L'Irak embarque aussi dans un programme nucléaire en construisant un réacteur à Osirak. La principale préoccupation était que Saddam Hussein, qui appelait à la destruction et à la suppression de l'État d'Israël, détienne la bombe nucléaire. C'était donc une préoccupation stratégique. Nous savions que nous allions devoir lancer la mission avant que le réacteur nucléaire soit mis en marche. Nous avions de nombreux obstacles opérationnels à surmonter. La distance, le manque de renseignements, l'importante défense aérienne, puisque l'Irak et l'Iran étaient à l'époque en guerre, et le fait que cela n'avait jamais été fait auparavant. Nous étions 8 à avoir été choisis pour mener cette mission, et nous savions que ça pouvait être la dernière pour nous. En 1981, les avions de combat F-16 israéliens attaquent avec succès le réacteur d'Osirak. L'armée de Saddam s'en sort indemne.
Les Israéliens, particulièrement après l'invasion de l'Iran par Saddam, ne voulaient pas voir les Iraniens perdre cette guerre. Car si l'Iran perdait la guerre contre l'Irak, l'Irak deviendrait alors une puissance militaire extrêmement importante dans la région. Les Israéliens étaient donc prêts à tout pour aider les Iraniens à se défendre. Israël est consterné par le manque de communication entre les Iraniens et les Américains. Je me souviens avoir rencontré à plusieurs occasions le ministre de la Défense Rabin à Tel Aviv, au moins une fois par semaine quand j'étais là-bas. Il me faisait toujours part en privé, quand nous étions seuls, de sa préoccupation que nous ne trouvions pas un moyen de discuter avec les Iraniens. Les Iraniens, via Israël, parviennent à une entente secrète avec le président Reagan. Les États-Unis acceptent de vendre des armes à l'Iran qui, en échange, s'engage à aider à la libération des otages américains au Liban. Les États-Unis utilisent l'argent iranien pour financer une rébellion au Nicaragua. Mais rien ne se déroule comme prévu. Les Iraniens avaient le sentiment de ne pas avoir reçu les armes qu'on leur avait promises. Ils estimaient avoir reçu des armes désuètes et obsolètes, alors bien sûr, les otages américains n'ont pas été libérés. Au bout du compte, il n'y avait eu aucune amélioration, aucun changement dans la relation. Ronald Reagan est à un cheveu de perdre la présidence. Les deux camps ont eu l'impression d'avoir été dupés. Selon moi, l'affaire Iran-Contra a eu un énorme impact sur la psyché américaine. Depuis cette affaire, on a le sentiment que toute négociation, tout accord avec l'Iran comporte un risque politique important. L'Irak attaque l'Iran en utilisant des armes chimiques. Plus de 1800 tonnes de gaz moutarde sont larguées. Il n'y aura aucune condamnation internationale. Saddam a envahi l'Iran et toute la communauté internationale a soutenu l'agresseur. 300 000 Iraniens ont été tués au cours de ces 8 années. Pire encore, Saddam a utilisé des armes chimiques fabriquées avec du matériel et une technologie fournie par l'Occident. L'Iran a été la première victime des armes chimiques après la Seconde Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que l'Iran a décidé de devenir autonome d'un point de vue militaire afin de pouvoir prévenir d'éventuelles agressions. Après la guerre, l'Iran relance son industrie nucléaire. L'Irak a partiellement détruit la centrale nucléaire de Bushehr. L'Iran demande alors aux Russes de reconstruire la centrale de Bushehr. Les Iraniens se disent que si Israël, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et d'autres encore avaient le droit de posséder une centrale nucléaire, pourquoi pas l'Iran? Nous avons demandé aux compagnies chinoises et américaines, et ce sont les Russes qui ont accepté. Pour les Russes, c'est un cadeau du ciel. Depuis l'accident à Tchernobyl, leur industrie nucléaire vivote. Cette participation russe inquiète les États-Unis. À l'époque, nous pensions que l'Iran ne devait sous aucun prétexte avoir un programme nucléaire. Nous n'étions pas en position de pouvoir stopper un programme nucléaire civil et légitime en Iran. Mais nous devions faire tout ce qui était en notre pouvoir pour que les Iraniens n'aient pas accès aux technologies dites sensibles, c'est-à-dire l'enrichissement et le retraitement. La pression était forte parce que la plupart des projets bilatéraux, comme les projets russo-américains dans les années 90, même au début des années 2000, étaient vus à travers le prisme de la coopération nucléaire irano-russe. Le but était de rendre ce projet le plus compliqué possible pour que la Russie décide de l'annuler.
Les Russes étaient persuadés que notre seul intérêt était d'isoler l'Iran, de l'empêcher de faire quoi que ce soit. Eux, de leur côté, avaient un intérêt énorme à faire de l'argent, surtout sous la présidence de M. Yeltsin, qui était une époque difficile. La reconstruction de la centrale de Bushehr sous cette pression politique croissante prendra 20 ans. Dans le cadre initial de coopération, l'intérêt du ministère russe de l'énergie nucléaire pour l'Iran allait bien au-delà de Bushehr. L'intérêt portait sur l'exploration de l'uranium, la construction d'un réacteur de recherche nucléaire, la formation de spécialistes, l'enrichissement par centrifugation. Selon moi, certains projets tels que celui de l'enrichissement ont été annulés au plus haut niveau politique par le président Yeltsin. Alors que l'Occident et Israël tentent de limiter l'assistance de la Russie, les Iraniens cherchent de l'aide ailleurs. L'Iran voulait devenir autonome et l'Occident ne souhaitait aucunement coopérer avec l'Iran. Nous avions un contrat d'enrichissement de combustible nucléaire avec la France et la France l'a annulé. Si le contrat avec Paris avait été respecté, l'Iran n'aurait jamais eu l'intention de développer des activités d'enrichissement sur son territoire. C'est la France qui a violé le contrat et c'est ce qui a forcé l'Iran à développer des activités d'enrichissement sur son sol. C'est la raison pour laquelle l'Iran a décidé de développer son activité d'enrichissement nucléaire. C'est très clair. C'est à ce moment-là que l'Iran a pris un chemin détourné. Ils sont allés sur le marché noir où ils ont trouvé un fournisseur tout à fait disposé à les aider. Abdul Qadir Khan, le directeur du programme d'enrichissement de l'uranium du Pakistan. Abdul Qadir Khan, qui est devenu un expert en enrichissement de l'uranium en Europe, joue un rôle clé dans le développement de la bombe nucléaire au Pakistan, en marge du traité de non-prolifération. Khan devient un héros national. Lui et ses associés ont rencontré les responsables du corps des gardiens de la Révolution vers 1985-87 et se sont entendus pour leur fournir un kit de démarrage d'enrichissement de l'uranium, quelques dizaines de centrifugeuses de première génération et des plans. Entre 1995 et 2003, l'Iran a agi sans en informer l'AIEA. L'étendue du programme nucléaire iranien est dissimulée à la communauté internationale. Après les attaques du 11 septembre, l'Iran a été le seul pays du Moyen-Orient dont la population a soutenu les États-Unis. Les gens spontanément allumaient des bougies dans les rues de Téhéran. Il y avait espoir que soudainement, après 2 décennies d'hostilité entre les États-Unis et l'Iran, il y ait convergence d'intérêts parce que l'Iran était un grand adversaire des talibans en Afghanistan. Ils avaient failli partir en guerre contre les talibans et maintenant, les États-Unis étaient un adversaire des talibans. Les Iraniens tendent la main aux États-Unis. Et au même moment, les États-Unis décident d'en faire autant vers les Iraniens pour voir quelle coopération serait envisageable, à la fois sur le plan militaire, sur le plan des renseignements et, plus important encore, sur le plan diplomatique. Le gouvernement taliban est vaincu et une conférence internationale est organisée pour décider de l'avenir de l'Afghanistan. Les États-Unis et l'Iran ont coordonné de concert la conférence de Bonn le 10 décembre 2001
lors de laquelle une nouvelle donne politique pour le gouvernement afghan est mise en place. Les Iraniens étaient fous de joie. Ils avaient démontré leur utilité stratégique. Ils avaient prouvé qu'ils pouvaient coopérer avec les États-Unis. 6 semaines plus tard, George Bush Jr. prononce son premier discours sur l'état de l'Union. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror, while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. Téhéran est sous le choc. C'est la première réponse immédiate à la coopération fructueuse entre les États-Unis et l'Iran en Afghanistan. En août 2002, un groupe d'opposition iranien, le Moudjahidine-e-Khalq, révèle au grand jour le programme nucléaire secret de l'Iran. Les Iraniens avaient développé un programme d'enrichissement de l'uranium à Natanz et construit une usine d'eau lourde à Arak. Ils avaient caché l'existence de ces sites. L'Agence internationale de l'énergie atomique décide d'enquêter. C'est une façon d'envoyer un message très fort à l'Iran. Ils doivent pleinement et immédiatement coopérer et faire preuve d'une totale transparence. J'attends de la part de l'Iran son entière coopération et son soutien afin de pouvoir fournir les garanties nécessaires. Lorsque les sites de Natanz et d'Arak ont été révélés au monde, l'AIEA a tout mis en œuvre pour avoir accès à ces installations ainsi qu'aux autres. Il faudra attendre plusieurs mois avant que l'Iran finisse par accepter une visite. C'était la première mission en Iran. Nous avons demandé à visiter le site de Kayal Electric, qui était le lieu principal du processus de recherche et de développement de la centrifugeuse iranienne. Nous avons dû attendre longtemps qu'ils en discutent, puis un matin, ils nous ont enfin donné l'autorisation d'y aller. Peu après avoir quitté l'hôtel, j'ai compris que nous n'allions pas dans la bonne direction. Ils nous conduisaient au siège social de Kayal Electric et non sur le site comme nous l'avions demandé. Quand on le leur a fait remarquer, ils nous ont dit « C'est une compagnie privée. Nous n'avons aucune autorité pour vous conduire sur le site. Nous sommes désolés. » Quelques semaines plus tard, on a découvert que cette compagnie privée appartenait en fait à l'Organisation de l'énergie atomique. Les inspecteurs ont alors pu enfin visiter le site. Tout avait été repeint. Ils craignaient probablement que l'on trouve des particules d'uranium dans les échantillons prélevés dans l'environnement. Alors ils avaient tout repeint. Toute trace de l'activité d'enrichissement avait été éliminée. Du moins, c'est ce que pensaient les Iraniens. Mais les inspecteurs étaient malins. Je ne sais pas si c'était sur une cuvette de toilette ou sur un drain dans le sol, mais ils ont gratté pour faire des prélèvements et ont trouvé les preuves qu'il y avait bien eu des activités d'enrichissement sur ce site. Le mensonge de l'Iran était dévoilé. Le gouvernement Bush veut traduire l'Iran devant le Conseil de sécurité des Nations unies. Les Britanniques, les Français et les Allemands, qui avaient été divisés sur la question d'une intervention militaire en Irak, préfèrent la voie diplomatique. Joschka Fischer, Dominique de Villepin et moi-même avons envoyé une lettre officielle dans laquelle nous avions écrit « Nous souhaitons nous engager dans un processus avec vous pour résoudre ces problèmes ». Ce qui a donné lieu à une réunion de négociation mouvementée à Téhéran, fin octobre 2003. À la fin de cette réunion, nous avions la promesse des Iraniens de signer et appliquer le protocole additionnel au traité de non-prolifération. Cet accord était important parce qu'il conférait des pouvoirs plus larges de divulgation et d'inspection à l'AIEA. Les Iraniens acceptaient aussi de suspendre leur programme d'enrichissement de l'uranium.
Nous avons accepté la suspension du programme d'enrichissement, l'application de ce protocole additionnel, la mise en place de réglementations supplémentaires, le droit d'accès à l'AIEA, même aux sites militaires. Puisque l'Iran respecte les règles de l'AIEA, d'autres sanctions et une possible action militaire sont évitées. Cependant, l'Europe doit avoir l'approbation des États-Unis. Les États-Unis acceptent finalement de participer aux négociations avec l'Iran. Le président Bush et la secrétaire d'État Rice ont accepté que les États-Unis, pour la toute première fois, soutiennent les efforts de négociation de l'Union européenne. Quand j'ai pris mes fonctions de sous-secrétaire d'État, le lendemain de mon assermentation, Condi Rice m'a dit « Je te confie le dossier de l'Iran ». Je lui ai dit « Condi, je ne suis pas un expert de l'Iran ». Elle m'a répondu « Je te confie le dossier de l'Iran parce que tu connais les Européens ». Puisqu'il n'est pas un expert de l'Iran, Burns cherche de l'aide dans son entourage. Nous n'avions aucun moyen de suivre les événements en Iran. Nous n'avions jamais eu de discussion approfondie avec eux sur aucun sujet depuis 1980, et ce, jusqu'en 2012. 32 ans plus tard, c'est le seul pays dans le monde où aucune entreprise américaine n'est présente, où il n'y a aucun ressortissant américain, aucun correspondant américain. C'est le pays dans le monde où nous sommes le plus absents. La proposition des États-Unis comporte une condition préalable. Nous acceptons de suspendre les sanctions que nous avons prises contre vous, si vous, l'Iran, acceptez de suspendre, seulement le temps des négociations, votre programme d'enrichissement. Au même moment, l'Iran élit un nouveau président, Mahmoud Ahmadinejad. Six mois avant l'élection présidentielle, les dirigeants iraniens nous ont dit qu'ils ne toléreraient aucune négociation ouverte et que si le groupe de travail ne trouvait pas d'entente après 3 mois, ils relanceraient le programme d'enrichissement. Les négociations sont interrompues. Ahmadinejad relance le processus d'enrichissement. Le décompte de l'horloge de l'apocalypse nucléaire reprend de plus belle. À partir de ce moment, l'Iran avançait au pas de course. Ils essayaient de construire le plus de centrifugeuses possible pour produire le plus d'uranium enrichi en un minimum de temps. Ils voulaient aussi développer la technologie de différents modèles de centrifugeuses afin de pouvoir avancer le plus possible vers la fabrication d'armes nucléaires. Une nouvelle source divulgue des éléments de preuve. C'était un transfuge iranien qui avait participé au programme nucléaire iranien. Il avait collecté de nombreuses informations et des documents sur un ordinateur portable concernant les projets de l'Iran pour développer différents éléments d'une arme nucléaire. Un des axes de développement consistait à configurer le nez du missile iranien Shahab 3 de façon à ce qu'il puisse transporter un objet sphérique qui, bien sûr, serait une arme nucléaire. Il y avait aussi, entre autres, des documents dans l'ordinateur concernant les circuits et les lentilles d'un dispositif d'implosion. Cet ordinateur contenait des milliers de pages de documents, dont des schémas en 2 dimensions qui prouvaient que l'Iran en était au stade du développement et de la conception de technologies nucléaires militaires. Le président Mahmoud Ahmadinejad réussit à attiser encore plus la colère de l'Occident avec ses remarques sur l'État d'Israël et l'Holocauste. به بهانه هولوکاست پس از 6 دهه همچنان به صهیونیست‌ها جریمه می‌پردازند آیا مسببان بردهداری و استعمار نباید به ملت‌های خسارت دیده جریمه بپردازند اگر خسارت Ahmadinejad a adopté une position extrême. Il a d'une certaine manière suscité de nombreuses craintes dans le monde.
parce qu'il appelait de nouveau à la destruction de l'État d'Israël et niait l'Holocauste. Tout le monde se dit que la situation est dangereuse. Dans un contexte de politique intérieure américaine, un pays peut appeler à la disparition d'Israël. Un pays peut enrichir de l'uranium, mais il ne peut pas faire les deux en même temps. À mon avis, la principale source de tension entre les États-Unis et l'Iran, ce ne sont pas les ambitions nucléaires de l'Iran, mais la belligérance de l'Iran envers Israël. La tension grimpe. La communauté internationale est impatiente de reprendre les négociations. On essayait de pousser les Iraniens vers une position qu'ils avaient abandonnée. Pas d'enrichissement. Les négociations s'annonçaient ardues. Nous avons dit publiquement aux Iraniens, si vous refusez de négocier, la Russie, la Chine, l'Europe et les États-Unis n'auront pas d'autre choix que de vous imposer des sanctions, parce que nous ne pouvons pas vous laisser poursuivre votre programme d'enrichissement à la centrale de Natanz. Nous ne pouvons pas continuer de lire tous ces rapports de l'AIEA qui décrivent vos progrès. C'en est assez. Si vous acceptez de nous rencontrer dans un esprit de bonne foi, alors il y aura coopération. Si vous continuez à brouiller les pistes, ce qu'ils avaient fait en 2006-2007, nous ne serons pas naïfs. Nous prendrons des sanctions, cela augmentera la pression et vous compliquera la situation. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté des résolutions de sanctions sous l'égide du chapitre 7 de sa charte. Malgré la politique des États-Unis, l'Iran poursuit le développement de son programme nucléaire. Leur programme nucléaire, qui comptait moins de 50 centrifugeuses quand Bush est arrivé au pouvoir, en comptait dorénavant 8000. Et les Iraniens s'étaient constitués des réserves d'uranium faiblement enrichies. Quoi que l'on pense de cette idéologie, le bilan était clair. La politique américaine n'avait pas empêché l'ascension de l'Iran dans la région, et elle n'avait pas empêché l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear to preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God? So help me God. Congratulations, Mr. President. Obama arrive à un moment où les cercles politiques à Washington ont commencé à briser certains tabous. On parle soudainement de la nécessité de dialoguer avec l'Iran. 12 minutes après avoir prêté serment, Obama s'adresse à l'Iran. To the Muslim world, we seek a new way forward based on mutual interest and mutual respect. To those who cling to power through corruption and deceit and the silencing of dissent, know that you are on the wrong side of history, but that we will extend a hand if you are willing to unclench your fist. Quand Obama est arrivé au pouvoir, il était plus qu'évident dans ses déclarations publiques qu'il avait compris, qu'il avait appris de l'expertise de tout le monde. Et la priorité accordée à la question montrait combien elle était importante. J'ai reçu un appel me demandant si j'étais prêt à reprendre du service. L'idée était de changer 30 ans de relations absurdes en quelque chose qui serait plus dans les intérêts des États-Unis. Obama propose l'ouverture de négociations sans conditions préalables à la surprise des Iraniens. Ces 30 années de méfiance, ces 30 années de soupçons, ces 30 années d'hostilité, ces 30 années de slogans et d'insultes échangées avaient laissé des traces. Quand quelqu'un change de position en disant « nous voulons une relation différente basée sur le respect mutuel », la première réaction est de se demander « pourquoi ?» Le changement radical tant attendu dans la politique américaine, tout particulièrement dans la politique étrangère dans la région et par rapport à l'Iran, ne s'est jamais fait. Ces paroles ne se sont pas transformées en actes. En juin 2009, Ahmadinejad est réélu. Des manifestations éclatent dans les rues de Téhéran suite à des scrutins controversés. Rien, selon moi, n'a plus nui à la manœuvrabilité d'Obama, à l'espace politique, à la confiance morale en la diplomatie, que les images de manifestants pacifiques dans les rues de Téhéran qui étaient passés à tabac, simplement parce qu'ils demandaient à ce que leur vote soit comptabilisé.
le président Obama révèle l'existence d'une nouvelle installation d'enrichissement de combustible à Fordow, près de Qom. The Islamic Republic of Iran has been building a covert uranium enrichment facility near Qom for several years. Earlier this week, the Iranian government presented a letter to the IAEA that made reference to a new enrichment facility years after they had started its construction. Les conséquences de cette installation à Fordow ont été très négatives pour l'Iran et très négatives dans ce processus pour mettre fin à cette crise. C'était une autre mauvaise surprise pour la Russie. Ils pensaient avoir une relation privilégiée avec l'Iran alors que les Iraniens construisaient secrètement une autre installation d'enrichissement de l'uranium en l'ayant cachée aux Russes. Cela a profondément agacé Medvedev à tel point que les Russes étaient prêts à imposer des sanctions plus sévères. L'Iran a une explication simple pour justifier ce nouveau site. Chaque jour, quelqu'un se réveille à Washington ou à Tel Aviv et dit « On pourrait attaquer l'Iran et toutes les options militaires sont envisageables ». C'est une façon de dire à l'Iran « Surveillez bien vos sites d'enrichissement ». Le message est clair. Le monde s'est ligué contre l'Iran parce que l'existence d'une autre installation d'enrichissement clandestine avait été révélée. Israël le voit comme une ligne de conduite récurrente. La stratégie iranienne n'est pas d'avoir la bombe nucléaire le plus vite possible. La stratégie iranienne consiste à avoir la bombe nucléaire de la manière la plus sécuritaire possible. Ils avancent donc à un rythme extrêmement lent, suffisamment lent pour ne pas déclencher de réaction. À chaque fois qu'ils se font prendre la main dans le sac, que l'on découvre une opération clandestine, ils la présentent au grand jour comme s'il s'agissait d'un programme légitime. Quand le site de Natanz a été découvert, ils l'ont soudainement déclaré comme étant légitime. Et il en a été de même avec le site de Qom. En octobre 2009, l'Iran et les États-Unis entrent en pourparlers. La situation semble prometteuse. Bill Burns a passé un accord avec Jalili en octobre 2009. Ils acceptaient de nous donner une part importante de leur uranium faiblement enrichi et en échange, nous leur fournissions des barres de combustible pour le TRR, le réacteur qui produit des isotopes à usage médical. Jalili est rentré en Iran et le gouvernement iranien a totalement rejeté l'accord. Suite à des échanges diplomatiques très intenses, cet accord a été ressuscité par les Turcs et les Brésiliens en mai 2010. Ils ont réussi à faire signer les Iraniens. Mais à cette époque, ce qu'ils ignoraient, c'est que 2 jours plus tôt, la Chine et la Russie s'étaient déjà entendus sur d'éventuelles sanctions lors du Conseil de sécurité. Obama opte pour les sanctions, avant tout parce qu'il estime ne plus avoir d'espace pour manœuvrer sur le plan politique. Il serait entré en guerre contre le Congrès s'il avait opté pour une solution diplomatique. La voie diplomatique échoue de nouveau. Des sanctions sont prises. Il y avait eu 8 années de Rafsanjani, 8 années de Khatami et 6 années d'Ahmadinejad. L'Iran a montré des signes d'ouverture. L'Iran a accepté de prolonger le traité de non-prolifération à 25 ans. L'Iran a signé, ratifié les conventions sur les armes chimiques. L'Iran a signé les conventions sur les armes biologiques. Mais jamais je n'ai vu une seule proposition sérieuse venant des pays occidentaux. En 2011, une nouvelle tactique est mise en place. Natanz fait l'objet d'une cyberattaque qui met hors service près de 1000 centrifugeuses. Au cours des 2 dernières années, 5 scientifiques ont été assassinés. Ils avaient tous un lien avec l'industrie nucléaire. Les scientifiques sont respectés dans le monde entier. C'est donc un sujet très grave et malheureux. Les sanctions, les cyberattaques, la menace d'une attaque militaire
ou l'assassinat de scientifiques nucléaires n'ont eu aucun effet de quelque manière que ce soit sur notre détermination à poursuivre nos activités nucléaires à des fins pacifiques. Au même moment, l'AIEA, qui est une agence indépendante, fait part de sa frustration. J'ai fait part de mes fortes préoccupations quant à une éventuelle dimension militaire du programme nucléaire iranien. D'après les informations, l'Iran a mené des activités relatives au développement d'un dispositif nucléaire explosif. Au cours des 33 dernières années, les relations avec l'Occident ont été tendues. Aujourd'hui, la politique nucléaire est devenue un enjeu déterminant. Les sanctions draconiennes qui ont été imposées affectent les vies des citoyens iraniens ordinaires. La menace d'une action militaire a été brandie. À ce jour, le conflit n'a toujours pas été réglé. Au contraire, la situation n'a fait que générer de la défiance et des discours agressifs. Dans cette ambiance de politique de la corde raide, que va-t-il se passer? Les Européens ainsi que le Congrès américain demandent des sanctions encore plus sévères de la part de la Banque centrale et de l'industrie pétrolière. Selon moi, pour la première fois, les Iraniens prêtent attention, ce qui laisse espérer un changement d'attitude de leur part. L'Iran finira-t-elle par accepter de négocier? Si ce n'est pas le cas et que le pays poursuit son programme d'enrichissement nucléaire, le monde va-t-il croire que les sanctions et la diplomatie ne sont plus possibles? Le monde va-t-il se tourner vers une solution militaire? J'espère que l'Iran acceptera de négocier. Je garantis au monde entier que nos activités nucléaires sont exclusivement destinées à des fins pacifiques. Nous n'abandonnerons pas notre droit inaliénable inscrit dans le statut de l'AIEA et le traité de non-prolifération à l'utilisation d'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Quand l'Iran aura 10 000 centrifugeuses, je crois qu'ils seront forcés d'accepter le droit pour l'Iran de procéder à des activités d'enrichissement. S'ils n'acceptent pas et poursuivent leur politique de coercition, les sanctions, les menaces militaires et les frappes militaires, l'Iran n'aura pas d'autre option que de recourir à la dissuasion nucléaire pour défendre son existence, son identité et son pays.